Bonjour tout le monde. Alors, je cède la parole au chef du Parti conservateur, M. Éric Duhem. Merci beaucoup, Maïté. On veut commencer le point de presse, évidemment, en commentant la nouvelle du jour là, où on apprend le congédiement d'un sonneur d'alerte. Ce qui est très préoccupant dans ce cas-ci, c'est que c'est une histoire là, qui déjà fait jaser depuis quelque temps sur la colline. Hein. La priorité de la première ministre, rappelez-vous, il y a quelques jours, c'était de savoir qui a coulé l'information au sujet d'un courriel parce que le ministre des Finances lui a dit de faire attention avec le gaspillage des fonds publics. Et ce qui semblait la préoccuper, c'était pas l'aspect économique, c'était de savoir qui est le coupable, comment ça se fait que le courriel du ministre s'est retrouvé dans les mains des médias. Et là, aujourd'hui, on apprend en plus que l'UPAC aurait enquêté, qu'un employé aurait été congédié et que... Tout est mauvais dans cette histoire-là. Comment c'est que l'UPAC enquête sur du monde, sur des fuites politiques? Moi, je pensais que l'UPAC, c'était une unité contre la corruption, pas une unité policière politique. Et ça pose des questions qui sont assez majeures par rapport à l'intervention politique dans les enquêtes policières au Québec. La première ministre doit s'expliquer aujourd'hui. C'est inacceptable ce qui vient de se passer. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut que des employés de l'État coulent de l'information puis qu'il ne faut pas que ça soit sanctionné ou pas. Là. Je suis pas en train de dire ça du tout. Là. Je comprends que les employés de l'État ont quand même un devoir de réserve puis ont des obligations professionnelles. Cela étant dit, quand c'est rendu qu'au niveau politique, on envoie des enquêteurs anticorruption contre des employés de l'État, là, c'est une autre paire de manches. Là. On est en train de tuer une mouche avec un bazooka. Et je pense que c'est inacceptable puis que la première ministre va devoir, au cours des prochaines heures, là, faire la lumière sur cette histoire-là. S'excuser si effectivement toutes les révélations sont vraies, sont fondées. Et j'espère qu'on va aller au fond de cette question. Ça fait déjà plusieurs jours que ça défraie les manchettes. Puis, encore une fois, elle aurait dû se soucier du contenu du courriel du ministre Girard il y a quelques jours, plutôt que de partir une chasse aux sorcières à laquelle on assiste présentement. Monsieur, à la lecture du texte de Radio-Canada, on comprend que l'enquête est déclenchée à la suite là, des révélations de Monsef Déragi, oui, où il montre un document où on verrait là, des informations sur des entreprises puis des investissements qu'elles vont faire dans le futur qui ne sont pas publics. Sur ce point-là, est-ce que vous reconnaissez et qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous étiez au pouvoir? La dernière fois qu'elle a parlé de ça, rappelez-vous, là, c'est quand elle a reçu le courriel de M. Girard. Là. C'est là qu'on a entendu parler. Du texte de ce matin. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que les employés de l'État ont un devoir de réserve. Ça, c'est clair. Puis tout le monde, on a tout un devoir de réserve comme employé envers notre employeur. Je pense que c'est normal dans une société. Cela étant dit, moi, je veux savoir comment ça se fait que l'unité qui est supposée s'occuper contre la corruption est rendu qu'elle parle, qu'elle enquête sur du coulage politique. Est-ce qu'il y a un mélange entre les deux? Parce que c'est ça qui est dangereux. Là. Puis surtout, on le sait, l'UPAC, vous le savez tous, là, il y a des allégations excessivement sérieuses qui pèsent présentement contre le Parti libéral du Québec. Moi, je veux que, comme tous les Québécois, là, on va aller au fond des choses sur la corruption potentielle au Parti libéral. Tout le monde veut savoir la vérité. Mais... Non, mais laissez-moi juste finir, parce que c'est important. Si l'UPAC perd sa crédibilité puis qu'effectivement, il y a de la manipulation politique, là, bien, toutes les accusations qui pourraient sortir de l'UPAC vont être entachées par ce processus-là. Je veux savoir, elle est où la manipulation politique? Bien, de ce qu'on comprend, c'est parce qu'il y avait un soupçon qu'il y avait un délit d'initié. Donc, c'est ça qui aurait déclenché une enquête policière. Ça, vous trouvez que dans le fond, c'est de la poudre aux yeux? Ça ressemble à une excuse là, dans ce cas-ci. C'est ça que j'ai... Parce qu'on est capable de mettre les... Rappelez-vous, là, quand il y a eu le coulage du courriel du ministre Girard, moi, c'est ça qui a été l'élément tant qu'à moi déclencheur. Là. Quand elle a dit qu'il cherchait le coupable, puis qu'il ouvrait une enquête. Rappelez-vous, là, c'est pas moi qui vous l'avez écrit. Là. C'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Et c'est là que moi, déjà, à ce moment-là, on avait sonné l'alerte. Puis aujourd'hui, bien, malheureusement, c'est peut-être l'aboutissement de tout ça. C'est juste que ça, vous dites, le gouvernement envoie la police après un fonctionnaire parce qu'il a coulé supposément un document, mais il semble que le gouvernement envoie aussi la police envers un député qui a exhibé un document à l'endroit même où vous êtes en ce moment. Ça, c'est un autre problème, effectivement. Ben oui, c'est parce que ça devient politique. Il faut qu'il y ait un pare-feu entre le politique puis les enquêtes judiciaires puis les enquêtes criminelles. On peut pas mélanger les deux, puis ça peut pas être des cadres politiques qui manipulent les policiers. Là. Êtes-vous surpris que l'Assemblée nationale ait accepté de censurer un député qui prenait la parole à l'endroit où vous êtes en ce moment?
Bien, normalement, là, il y a quand même... Je veux dire que si on n'est pas capable de prendre l'information qu'on a puis de la diffuser, je me demande à quoi on sert. Je veux dire, c'est le rôle de l'opposition, justement, de prendre des documents qui, des fois, oui, sont publics, des fois, le sont moins, et de faire son travail pour questionner le gouvernement. Le vrai questionnement puis le vrai scandale, c'est ce qu'on déniche puis les questions qu'on pose au gouvernement. C'est pas de savoir qui sont nos sources. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que la chasse aux sorcières a été enclenchée avec la CAQ. Et moi, ça m'inquiète. Puis j'espère que la première ministre, aujourd'hui, va avoir le courage de venir devant vous puis répondre à vos questions, pas juste aux questions de l'opposition. Il faut qu'elle réponde aux questions des médias également. Parce que vos sources, oui, les politiciens ont des sources, mais vous autres aussi, vous avez des sources. Puis la protection des sources là, est importante. On vit en démocratie, la liberté de presse existe, puis les parlementaires doivent pouvoir faire leur travail comme les journalistes. Et ça, tant qu'à moi, ça entache le processus au complet. Si vous prenez le pouvoir, est-ce que vous allez réintégrer le fonctionnaire qui a perdu son emploi? Bien, écoutez, là, je peux pas parler pour l'individu. Ce que j'ai compris, là, il est même sorti de l'ombre de lui-même. Il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait ce matin. C'est un geste volontaire. Je ne sais pas si cette personne-là va vouloir continuer à travailler dans la fonction publique. Son travail, là. Bien, écoutez, moi, les lanceurs d'alerte, je les vois souvent comme des gens, justement, qui jouent un rôle important dans une société. Il y a eu déjà des lanceurs d'alerte. C'est pas la première fois que ça arrive. Là. Rappelez-vous qu'on a vécu quelques enquêtes précédemment, là, mais il faut que les lanceurs d'alerte, on puisse d'une façon les protéger. Parce que surtout quand... Autrement dit, est-ce que cette personne devrait obtenir réparation? Parler de réserve quand même des fonctionnaires. Oui. Elle est où la ligne à ne pas franchir? C'est une très bonne question. Récemment, vous avez eu un sous-ministre qui est allé dénoncer les coupures de postes au ministère de l'Environnement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'étais très choqué de ça. Puis lui, il n'a pas eu de sanction, alors qu'il était intervenu à visage découvert publiquement pour faire une déclaration, tant qu'à moi, très politique, qui allait complètement contre son devoir de réserve. Puis lui n'a pas été sanctionné. Mais quelqu'un qui coule de l'information qu'il juge d'intérêt public puis qui met le gouvernement dans l'embarras, bien ça passe plus. Puis j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi il y en a un qui est acceptable puis l'autre n'est pas acceptable. Tant qu'à moi, c'est encore pire quand la personne intervient elle-même pour faire de la politique sur la place publique puis que c'est un sous-ministre en plus. Ça a passé au gouvernement de la CAQ. Fait que vous avez raison que la ligne est vraiment pas claire. Là. Compte tenu de ce que l'on a appris dans le rapport du vérificateur général hier, est-ce que le fonctionnaire en question devrait obtenir réparation? Bien, c'est sûr que les motifs de son congédiement, en fait, le pire, c'est qu'on ne connaît même pas le fond de l'histoire. Là. Fait qu'il faut faire attention, il faut quand même se garder une petite retenue, là, parce que moi, je ne connais pas les tenants et aboutissants. Là. Puis je pense qu'il n'y a personne qui les connaît au moment où on se parle. Là. Fait que je vais attendre de voir qu'est-ce qui va ressortir de cette histoire-là, mais je pense qu'on va en parler abondamment dans les prochaines semaines parce que c'est excessivement préoccupant ce qui s'est passé aujourd'hui. Juste pour finir là-dessus, sur les lanceurs d'alerte, vous dites que la ligne est floue, mais est-ce qu'il faut mieux les protéger lorsque l'information est d'intérêt public? Bien oui, il faut mieux les protéger. Rappelez-vous la commission Charbonneau. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu de lanceurs d'alerte, là, on n'aurait jamais rien su. Et les Québécois, peut-être, qui auraient continué à perdre des milliards en corruption et en collusion. Donc, je pense qu'effectivement, quand on dénonce des crimes, il ne faut pas que ce soit la personne qui dénonce le crime qui se fait criminaliser. Il faut renforcer la loi? Oui, à ce niveau-là, oui. Est-ce qu'il y a un crime qui a été... Ben non, mais c'est ça. Dans ce cas-là, on ne le sait pas, là. Parce que là, on ne sait pas s'il y a un délit d'initié ou pas. On ne sait pas. Tu sais, il y a beaucoup de flou là, sur la façon dont ça s'est fait, là. Fait qu'on va attendre de savoir si oui ou non il y avait effectivement des actions criminelles ou non. Mais moi, je parlais plus pour ce qui s'est passé à la commission Charbonneau. Parce que vous avez commencé en disant tout sent mauvais dans cette histoire-là. Oui. Et là, vous nuancez beaucoup en disant on ne connaît pas les tenants aboutissants, on ne sait pas si on va le réintégrer, on ne sait pas s'il faut le protéger. Vous suggérez que l'UPAC a été manipulé par le gouvernement. Là. Ce qui sent mauvais, moi, je fais juste la chronologie des faits. Là. On a un courriel qui apparaît d'abord entre le ministre des Finances et la première ministre, où le ministre des Finances envoie un avertissement sur la façon de dépenser de la première ministre, qui est dommageable politiquement pour elle. Cette correspondance-là est rendue publique. C'est pas moi, le gouvernement, puis vous l'avez rapporté la nouvelle, annonce qu'il y a une enquête pour savoir c'est qui la fuite. Fait que la première ministre, ce qui l'intéressait, c'était pas le contenu du courriel, c'était qui a donné le courriel. Ça, tant qu'à moi, ça, là, c'est ça qui commence à sentir mauvais. Puis là, quelques jours ou semaines plus tard, on se ramasse qu'on apprend qu'un employé était congédié. Évidemment, il y a toute l'histoire aussi d'un député de l'opposition qui aurait eu des documents qui auraient peut-être été visibles là, ou dont il aurait cité. Mais la conclusion, puis de voir qu'un employé aujourd'hui est congédié, puis de voir que l'UPAC est impliqué là-dedans, puis qui a appelé l'UPAC, comment ça s'est procédé. On n'a pas tous les détails de comment ça s'est fait, là. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi l'enquête exactement qui a été faite? Qui a été mandaté pour faire l'enquête suite au coulage du courriel de M. Girard à Mme Fréchette?
Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les enquêteurs, à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux histoires, entre celle-là et celle de ce matin? Puis si oui, lequel? Puis c'est quoi cette histoire de délit d'initié dont il est question? Puis pourquoi ils n'ont pas fait une enquête interne? Puis pourquoi l'UPAC a été mêlé à ça? Je veux dire, c'est toutes des questions qui, quant à moi, sont légitimes. Mais le fait que ça se parte du politique et que ça se ramasse à l'UPAC, moi, je pense que c'est là que c'est ce lien-là qui, quant à nous, est très préoccupant. Là. Le contenu du document que M. Déragi a exhibé, là, le prédécesseur de Mme Fréchette, M. Fitzgibbon, lui, avait toujours été transparent sur ces éléments-là. Alors pourquoi du jour au lendemain, ça deviendrait criminel? C'est une très bonne question que vous posez. Comme je vous dis tantôt, je n'ai pas tous les éléments pour répondre à cette question-là. Il va falloir que la première ministre réponde aussi à ça. Pourquoi M. Fitzgibbon rendait ça public, puis elle, non? Puis pourquoi ça deviendrait un délit d'initié alors qu'à l'époque, c'était de l'information d'intérêt public? sur le TGV? Oui. Vous pensez quoi de la sortie de M. de Belleval ce matin? Bien, écoutez, je pense que M. de Belleval il est sorti contre son propre parti, contre le Parti québécois ce matin. Je vois que ça brasse au Parti québécois, que la décision ne fait pas consensus chez les péquistes. Moi, je peux vous dire qu'au Parti conservateur du Québec, on a toujours été contre et je peux vous dire qu'on est assez unis. Je n'ai pas personne dans le parti qui m'a dit qu'il était d'accord avec un TGV. Au contraire, même hier, on avait un rassemblement dans Charlebourg pour le lancement de campagne de notre candidate Héloïse Coulombe. J'ai rencontré des agriculteurs qui étaient là, qui étaient très heureux de notre positionnement sur cet enjeu-là. Donc, je vois que chez nous, ça fait consensus. Puis je vous dis qu'aussi, sur la scène fédérale, vous l'avez vu cette semaine, même la manifestation qu'il y a eu devant la colline parlementaire, les conservateurs fédéraux se sont joints à la manifestation. Ils sont eux aussi opposés au projet. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus d'opposition. Moi, je vois ça de façon très positive. Puis qu'il y a une partie du Parti québécois qui commence à être contre. Je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses. Mais partagez-vous les chiffres du Parti québécois? Bien, 200 milliards. 200 milliards. J'aimerais ça que le PQ fasse la même chose avec le tramway, parce que quand on nous dit 7,6 milliards il y a 3 ans, puis qu'on nous dit que c'est le même chiffre, j'ai les mêmes doutes que le PQ. Mais je suis d'accord avec eux que c'est rare au Québec qu'on voit des projets avec de multimilliardaires respecter les budgets initiaux. Là, je voulais vous parler du bilan de session, mais là, on me parle de toutes sortes de questions. On voulait faire un bilan, mais là, on a perdu le contrôle de la période des questions. Allez-y, vous aviez une question? Non, mais oui, juste une petite dernière sur Mme Derry ce matin qui abaisse la cible pour les véhicules zéro émission. C'est une bonne chose que le gouvernement recule là-dessus? Bien, justement, ça fait partie de notre bilan. Je pense que le Parti conservateur a influencé plusieurs des politiques au cours des derniers mois. On n'a pas encore un caucus représenté à l'Assemblée nationale. On a eu, ça a été la bonne nouvelle de la session, une députée qui est venue siéger avec nous, mais on voit l'impact des idées conservatrices qui font du chemin. On le voit encore aujourd'hui. Pascal Derry va annoncer un deuxième recul du gouvernement sur l'interdiction de vente des véhicules à essence. Ça fait des mois, des années que le Parti conservateur a lancé sa campagne « Mon char, mon choix ». C'est pour nous, au début, on a ri de nous. Et aujourd'hui, on est en train lentement, mais sûrement, d'adopter des politiques de plus en plus conservatrices. Ce qu'on disait à l'époque est en train de se concrétiser. On disait que les cibles étaient irréalistes, que les concessionnaires ne pourraient pas respecter les quotas, que les gens en région ne voulaient pas parce qu'ils ont des distances trop grandes, puis ces autos-là n'ont pas suffisamment d'autonomie pour eux, que les gens à faible revenu n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules à 83 000 $ en moyenne. Toutes ces vérités-là, aujourd'hui, s'avèrent, puis le gouvernement est obligé de faire la seule chose faisable dans les circonstances, c'est-à-dire de reculer sur ce qu'ils avaient pris comme engagement. Et là, je ne sais pas si je peux continuer aussi notre bilan. Je peux vous parler d'autres idées conservatrices qui ont connu du succès au cours des dernières semaines. Peut-être, veux-tu que je te laisse parler, Maïté, pour commencer? Je vais laisser Maïté. Allons-y, mais rapidement, parce que, oui, c'est ça, on a passé beaucoup de temps sur autre chose, mais dépôt de projet de loi, immigration, régionalisation de l'immigration. On parlait du PEC, un autre recul du gouvernement. Nous, depuis le début, on prônait qu'il y ait une clause de droit acquis. C'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui en revenant et en remettant le PEC. Nous, on va plus loin. On est allé plus loin en déposant un projet de loi pour régionaliser l'immigration. Projet de loi en santé aussi avec mon collègue Yuri Chassin, en collaboration avec le Parti conservateur. Monsieur Duhem mentionnait également qu'il y avait eu des reculs là, en termes aussi de ce qui est des codes du bâtiment. Donc, il y avait eu une volonté là, du gouvernement d'appliquer un nouveau code du bâtiment. Le gouvernement a reporté cette application sur demande notamment du Parti conservateur. Boissons énergisantes. On va voter aujourd'hui sur un projet de loi, mais grâce à nos interventions de la semaine dernière, on a pu avoir un minimum de débat et de consultation sur le dossier. Sinon,
le gouvernement et les oppositions allaient passer ça dans le beurre, alors qu'il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Mais au moins, on aura pu entendre certains experts. Vous allez voter comment là-dessus, finalement? J'ai pas pris de décision encore, C'est tout à l'heure. mais je prendrai une décision, mais je vais être là en chambre pour voter. Ceci étant, j'ai émis de grandes réserves dans le débat d'hier. Je vous invite à aller écouter mon allocution, mais notamment là, sur les conclusions même du rapport de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, quand on parle de science, qui émet de grandes réserves sur l'efficacité de l'interdiction réelle sans autres mesures, et c'est ce que nous disions depuis le début. Donc, voilà, des bons gains et des très bons gains pour une seule députée à l'Assemblée nationale, comme quoi même un député, un seul, peut faire avancer les choses. Puis imaginez si on était plusieurs. Et quand on sera plusieurs, j'ai envie de dire. Puis sur un plan plus partisan, je vous dirais qu'on a aussi eu un congrès à la fin janvier, début février, qui a été un succès, qui a professionnalisé le parti. On a eu une élection partielle dans Chicoutimi où le Parti conservateur est passé de 8 à 26 % le 23 février dernier. Pour nous, ça a été un gain important dans cette session-ci. J'ai fait une tournée, j'ai lancé un livre Destination Autonomie il y a un peu plus d'un mois qui a beaucoup fait jaser, qui, je pense, a bien positionné le Parti conservateur du Québec dans le débat constitutionnel. Finalement, j'ai annoncé ce que les médias me demandaient depuis des mois, où j'allais me présenter. J'ai finalement annoncé que j'allais être candidat dans la circonscription de Bellechasse, où on a procédé à un lancement important il y a 2 semaines. Donc, ça complète notre bilan pour la session. Et on espère qu'au prochain bilan, on sera beaucoup plus nombreux, puis notre bilan sera encore davantage reluisant, parce que comme Maïté vient de le dire, imaginez ce qu'on a fait avec un député quand on sera un groupe parlementaire, ce qu'on pourra faire. Et je pense que c'est de plus en plus, les gens le voient puis le disent. Là, même nos adversaires politiques concèdent que la voix conservatrice, une voix un peu plus à droite, doit être entendue à l'Assemblée nationale. Je pense que on le voit encore ce matin avec les voitures électriques. Ça prend le gros bon sens ces banquettes de l'Assemblée nationale et j'ai confiance que les Québécois vont envoyer une forte délégation de députés à compter du 5 octobre prochain. Merci. Un slogan de M. Poilievre. Qui a repris lui-même un slogan de Mike Harris d'une autre époque. Merci beaucoup. Merci.